D'être avec le professeur Stéphane Lafitte, cardiologue au CHU de Bordeaux, président du cercle Cardio-IA de la Société française de cardiologie, le docteur Jérémy Barraud, cardiologue et rythmologue au CH d'Aix-en-Provence, et le docteur Guillaume Bonnet, qui est cardiologue au CHU de Bordeaux, et tous les deux sont membres du cercle Cardio-IA. Durant les 50 minutes de cette émission, nous allons échanger autour des usages de l'IA qui sont déjà rentrés dans nos pratiques, préciser ceux qui vont nous aider à pratiquer une meilleure cardiologie et enfin, nous allons partager les limites de cette intégration dans notre domaine cardiologique. Nous sommes en direct, à tout moment vous pouvez nous faire part de vos questions et de vos commentaires sur la zone de chat qui se trouve sous la fenêtre vidéo. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir la première question du Cardio Quiz à laquelle vous avez répondu. On vous demandait quelle était la proposition que vous partagiez le plus concernant l'utilisation de l'IA. La majorité, 53%, a répondu que l'IA allait nous permettre de gagner du temps. Patients, 27% qu'elle allait influencer nos décisions de prise en charge, 3% qu'elle allait donner plus de pouvoir aux patients et enfin 7% d'entre vous ont répondu que l'IA allait plutôt nous compliquer la vie. Voilà, est-ce qu'il y a des commentaires, Stéphane, sur ces résultats ? Ce qui saute aux yeux, c'est qu'on est tous quand même persuadés que cette intelligence artificielle va nous faire gagner du temps. Et ça, c'est une réalité. D'ores et déjà, on voit un certain nombre d'outils dont nous allons vous parler tout au cours de cette émission, sont déjà embarqués, sont à disposition et nous facilitent la vie en termes de productivité, en termes d'efficience. Et on va voir que finalement, nous y gagnons en simplification de nos tâches. Et c'est en cela que ce gain de temps va être manifeste. Quant à répondre à ceux qui pensent encore aujourd'hui que ça risque de nous compliquer la vie, aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Il y a certains écueils, mais les écueils sont de mieux en mieux sertis et contournés. Et on voit que progressivement, l'efficience va prendre le pas sur tous les petits ennuis, embêtements qui sont liés à ces débuts de cette intelligence artificielle dans notre pratique. Donc on vous remercie d'avoir participé à ce Cardio Quiz, avait répondu en partie influencé. Alors ça peut être positif ou négatif, en tout cas, notamment moi qui suis un hyper spécialiste interventionnel, je suis très heureux d'avoir des fois le support de l'IA pour avoir un petit complément sur la dyslipidémie de mon patient, comment je peux améliorer aussi avec les antidiabétiques. Et finalement, je l'intègre plus dans une itération et quelque chose qui va m'apporter du soutien, une influence pour compléter des fois mon champ d'action. Très bien. Jérémy, un commentaire sur l'acquisition des compétences notamment? Oui, non, mais je voulais rebondir sur le mot influence, qui est un mot très fort. Hein. Effectivement, on peut avoir peur que l'IA nous influence négativement ou que l'IA nous fasse perdre en compétences. Hein. C'est une vraie crainte. Et je pense qu'au contraire, il faut s'en servir vraiment comme d'une aide, comme un outil qui peut, on va le voir, nous apporter énormément. Et en particulier sur la question de l'éducation, on peut avoir des applications, on peut apprendre en fait avec l'intelligence artificielle et pas être en compétition avec elle, ouais, ça c'est sûr. Et après, sur le… on avait un exemple concret peut-être d'apprentissage de compétences à partir de l'IA. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur éventuellement des généralistes qui voudraient… Bien sûr. Et bien, par exemple, là, il y a une expérimentation qui a été faite avec la CNAM sur l'électrocardiogramme. Hein, on sait que, par exemple, l'électrocardiogramme, les généralistes ont parfois peur de l'utilisent très peu. Hein. En moyenne, c'est, je crois, 20 ECG faits par cabinet par an, par médecin généraliste et par an. Peut-être par manque de compétences, peut-être par manque de temps ou par défaut d'accès à la spécialité. Et donc là, il y a une expérimentation qui est en cours pour justement voir si utiliser des outils d'intelligence artificielle pourrait faire accéder ces médecins généralistes à l'ECG et donc faire bénéficier les patients qui forcément sont pris à défaut quand on ne fait pas l'ECG grâce à ces outils. Donc ça, c'est vraiment
Très bien. Alors, avant de voir comment l'IA est déjà présente aux différentes étapes de notre pratique, nous avons posé la question au professeur Atul Pathak, cardiologue et pharmacologue, afin de savoir comment il pensait que l'IA allait nous aider à être de meilleurs cardiologues. On va l'écouter. L'IA va améliorer le cardiologue dans le premier temps de l'examen clinique, qui est celui de la collecte de l'information. Et c'est grâce aux outils finalement conversationnels, ces outils qui vont collecter l'information au bloc singulier. Le temps d'échange entre le docteur et le patient va être déporté. Un patient va échanger avec un outil conversationnel qui va collecter l'information attendue, inattendue, avec de l'empathie, synthétiser cette information. Et finalement, le temps de rencontre entre le patient et son cardiologue va être dédié à l'élaboration d'une stratégie autour de cette information. Finalement, le cardiologue sera un meilleur cardiologue car il sera aidé pour sa partie diagnostique grâce à ces outils conversationnels. L'IA va nous aider dans notre travail diagnostique par des mécanismes très complexes et à la fois aidants. L'IA va voir des choses que l'œil du cardiologue ne peut pas voir. L'IA va synthétiser des données complexes parce qu'elle nécessite une approche multimodale. Je pense notamment aux techniques d'imagerie. L'IA va analyser des choses inattendues. L'électrocardiogramme, par exemple, peut vous renseigner sur votre niveau de potassium. Donc, l'IA, à l'aide diagnostique, va transformer l'activité du cardiologue en le rendant super cardiologue, puisqu'il va non seulement être aidé dans l'interprétation de ce qu'il connaît, mais qu'il va être beaucoup plus performant et voir des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir. L'IA, dans ce qu'elle a de thérapeutique, peut révolutionner la pratique du cardiologue, puisqu'elle va un peu comme en cancérologie lui permettre de proposer le meilleur traitement pour un patient donné par rapport à une indication donnée, pas seulement en analysant de façon binaire quelque chose de très simple, est-ce qu'il a ou pas une fraction d'éjection normale ou basse ou préservée, mais en intégrant l'ensemble des éléments biologiques, d'imagerie, clinique, mais également des événements attendus, inattendus, par exemple la température de l'endroit où vit le patient ou ce qu'il a mangé. L'ensemble de ces données, en fait, vont permettre de faire émerger une proposition thérapeutique qui est largement au-delà des capacités intellectuelles du cardiologue actuel. L'IA va faire de nous de meilleurs cardiologues puisqu'elle va nous donner du temps. Paradoxalement, l'apport de la technologie va encore plus humaniser nos rapports, car les patients, une fois que le diagnostic est fait, une fois que la proposition thérapeutique est faite, vont nous demander, vont nous challenger, ils vont se poser des questions, ils auront des attitudes divergentes. Donc finalement, l'IA, non seulement va nous rendre beaucoup plus performants, on va devenir des super cardiologues, mais elle va aussi nous donner du temps pour devenir des cardiologues plus humains. Et donc cet apport technologique est un apport qu'il faut intégrer et ne pas lutter contre, mais l'accepter. Alors, concernant cette vidéo, est-ce qu'il y a des commentaires, peut-être, Stéphane? Oui, alors, moi, ce que je retiens, et en ce qui concerne la révolution à travers cette IA, je retiens vraiment cette notion de traitement personnalisé. Je ne sais pas si c'est bien ressenti, mais il faut imaginer aujourd'hui que la majorité des traitements que nous donnons à nos patients vont leur correspondre à hauteur de 70%, quelque chose comme cela. Et on s'aperçoit que malheureusement, on n'a qu'une vision rétrospective de l'effet de nos médicaments quelques semaines après les avoir mis en place, avec l'apparition des effets indésirables, parfois certaines complications. Là, l'idée, c'est que au prime abord, après avoir fait une cartographie complète du patient, avec tous les paramètres dont Atul Pathak nous a parlé, eh bien, on va pouvoir savoir si tel ou tel traitement est approprié avec le bon dosage et exactement le dosage qu'il faudra pour le patient considéré. Et en ça, donc, ça va révolutionner la prise en charge des patients parce que ça va diminuer les effets indésirables, on aura beaucoup moins de complications et je pense que vraiment là, on aura une capacité à faire une véritable meilleure médecine. Merci. Guillaume, un petit commentaire? Ouais, alors pour rebondir sur la super interview d'Atul qui nous a quand même bien éclairé, ce qui est intéressant, c'est le mot empathie, parce que finalement, on en discute un peu au niveau pratique, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça apporte aux cardiologues. Et je crois que finalement, ce que ça apporte, c'est de l'empathie.
On voit que les chatbots, alors que ça soit une empathie sincère ou pas, on peut en discuter longuement. En tout cas, les patients, par exemple sur des forums, il y a eu un JAMA publié récemment, montre que le chatbot va répondre de façon beaucoup plus détaillée aux patients. Et ça peut, dans une préparation à une consultation, on le verra après avec Jérémy, ce chatbot, il peut apporter de l'empathie, il peut nous offrir aussi du temps libéré pour le patient. Et donc, en fait, ce n'est pas du tout une opposition, hein. C'est un retour finalement de l'humain au centre. Et on a envie de partager avec vous aujourd'hui dans cette émission spéciale cette idée que l'empathie, elle peut être à la fois dérivée de ces chatbots et aussi du retour d'un temps libéré pour le médecin. Et c'est intéressant, en tout cas, de l'aborder cette notion ensemble. Tout à fait. Jérémy? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, dans cette interview. Moi, je retiendrai le gain de temps en fait, que ça apporte. Hein, là, voilà, Atou nous a beaucoup parlé du gain de temps apporté. Et effectivement, il y a des activités très chronophages, très redondantes et pas forcément intellectuellement très intéressantes qui pourraient être déchargées au niveau de l'IA. Je citerai une artiste une artiste américaine qui s'intéresse beaucoup à l'IA et qui avait dit j'aimerais que l'intelligence artificielle me permette d'écrire et de lire pendant qu'elle fait ma vaisselle et ma lessive, et pas qu'elle me permette de faire ma lessive et ma vaisselle pendant qu'elle écrit et qu'elle lit à ma place. Donc voilà, c'est des choses. Donc je pense qu'il faut vraiment l'orienter selon nos besoins. Mais en tout cas, ça peut vraiment nous permettre de gagner du temps pour faire ce qu'on aime, pour faire notre cœur de métier, quoi. Tout à fait. Très bien. Écoutez, nous allons maintenant organiser la suite de notre échange sur l'intégration des outils de l'IA dans notre consultation autour de 4 thématiques. Donc, on va commencer par l'IA assistant de consultation et on enchaînera sur l'ECG, l'échocardiographie, puis enfin l'aide à la décision. Alors, c'était d'ailleurs l'objet de la deuxième question de notre cardio quiz qui vous demandait quelles étaient les applications de l'IA que vous aviez déjà intégrées à votre pratique cardiologique, et vous pouviez répondre à plusieurs réponses. Donc 22% utilisent l'assistant de consultation, 16% utilisent l'IA plutôt pour de la recherche bibliographique, 11% pour l'analyse de l'ECG assisté, 19% pour l'échocardiographie assistée et enfin 32% n'en utilisent aucune pour le moment. Stéphane, quels commentaires sur ce sondage? On va s'attaquer aux 30%, ceux qui ne sont pas encore convaincus, ceux qui vont en bénéficier. Non, positivement, 70% qui l'utilisent, c'est déjà un chiffre qui est très rassurant, ce qui montre que l'acculturation a débuté et qu'il va falloir la poursuivre. Je pense qu'aujourd'hui, on balbutie dans son utilisation. Certains l'utilisent pour l'ECG, certains pour la biblio, certains à visée organisationnelle administrative, c'est-à-dire la prise de notes automatique, etc. Bon, on espère qu'au plus vite, c'est l'ensemble de ces fonctionnalités qui seront utilisées de façon multitâche. Et encore une fois, l'objectif, c'est de gagner du temps pour pouvoir s'occuper et recentrer notre activité sur le patient. Très bien. Alors, l'IA et assistant de consultation, Jérémy, de quoi parle-t-on en fait concrètement? Alors, l'assistant de consultation, c'est en fait, c'est plusieurs choses en une en fait. Hein. Ce qu'on appelle un assistant de consultation aujourd'hui, donc il y a plusieurs outils, plusieurs, j'allais dire start-up, mais je ne sais pas si on peut parler de start-up pour Microsoft par exemple, en tout cas plusieurs entreprises qui se sont lancées sur la question. Ce sont des outils qui vont vous permettre en fait, via le plus souvent un micro, d'enregistrer la consultation automatiquement, de retranscrire cette conversation en texte, d'accord, donc de créer un texte comme le ferait une dictée vocale, mais là en devinant qui parle, parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent, et à la fin de la consultation, effectivement, de faire plein de choses. Donc le cœur de métier, c'est de générer un compte-rendu automatiquement en mettant chaque étape au bon endroit, hein, les antécédents dans la case antécédents, le patient qui vous a dit non, j'ai pas antécédent, mais qui a un antihypertenseur, un antidiabétique, etc. L'IA va deviner qu'il a effectivement du diabète et de l'hypertension, etc., etc. Et puis effectivement, on peut personnaliser le compte-rendu selon nos besoins, selon nos spécialités, etc. Et ça va plus loin puisqu'on peut effectivement maintenant aider au codage des actes, aider effectivement aux lettres d'adressage par exemple s'il y en a besoin, faire des résumés qui soient intelligibles pour le patient et lui donner en fait un texte avec des mots qui seront plus compréhensibles. Voilà, donc il y a plein d'usages possibles de cet assistant. Le gros intérêt, Guillaume tout à l'heure parlait d'empathie, à mon sens de ces outils, c'est vraiment qu'on laisse l'ordinateur et on écoute le patient.
Ouais. Et en fait, on n'est plus le nez devant notre ordinateur à regarder l'ordonnance, à regarder le bilan biologique et en fait à ne plus écouter le patient, en tout cas à mettre une barrière entre lui et nous. Ouais. Là, en fait, on laisse tout, on l'écoute et voilà, il nous répond. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Après, il faut voir à l'usage, est-ce que ça convient à tout le monde, hein, il y a des gens qui aiment quand même taper, il y a des gens qui aiment dicter. Donc là, effectivement, la dictée par rapport à cet outil qui va du coup va prendre un petit peu de temps à la fin de la consultation, qui va vous générer quelque chose qui ne sera pas parfait, bon, ben, ça ne conviendra pas à tout le monde, il faut l'essayer. Mais en tout cas, ça peut être, là encore, hein, on parlait de gain de temps, ça peut être un gain de temps. Et surtout, c'est vraiment un plus. Hein, il y a des spécialités comme la psychiatrie qui l'utilisent aujourd'hui beaucoup parce que, ben, effectivement, on est centré sur le patient, on l'écoute, on le regarde et on oublie tout ce qui est à côté. Donc ça, c'est une évolution qui est intéressante. Il faudra voir, alors en psychiatrie, il n'y a pas les pauses, il n'y a pas les mimiques, tout le non-verbal, hein, donc bon, il y a encore à progresser. Mais en tout cas, pour la cardiologie, qui sont des choses assez standardisées, ça fait le job, comme on dit. Après, moi, je voulais alerter, parce que en parlant autour de nous, il y a quand même des règles à respecter quand on fait ce genre de pratique. Là, je vous ai cité quelques entreprises qui sont labellisées pour faire effectivement ce travail-là d'assistance en consultation. Mais si vous prenez une IA générative hein, comme ChatGPT ou Perplexity, Claude, etc., ils vont pouvoir faire ça hein, très bien. Hein, ils savent très bien écouter, retranscrire le texte et puis le reformuler. Ça, c'est le cœur de métier de l'IA générative. Par contre, il faut absolument respecter, on est en médecine, on a des données de santé qui sont des données confidentielles, qui sont des données sensibles. Et donc, il faut comprendre que lorsqu'on utilise un outil d'IA, eh bien, il est retranscrit sur un serveur, que ces serveurs peuvent être basés à l'extérieur de la France, que les serveurs doivent être labellisés hébergeurs de données de santé pour pouvoir héberger des données de santé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut, lorsqu'on utilise ces outils, vraiment respecter les règles et donc utiliser les outils qui sont labellisés entre guillemets, en tout cas conformes aux réglementations RGPD, hébergeurs de données de santé et ce fameux IA qui existe. Il y a quand même des erreurs possibles, donc il faut quand même relire à la fin. Donc c'est pour ça que le gain de temps est pas, enfin en tout cas il faut se faire, il faut se l'entraîner, il faut s'y habituer, mais il faut quand même vérifier que le rendu final est bon. Il y a une question d'intégration au dossier patient. Hein, pour les hôpitaux ou même pour les cabinets. Alors Doctolib par exemple a fait son propre assistant de consultation fermé dans son logiciel, donc ça c'est intéressant où tout est intégré, mais pour les autres DPI, chacun a le sien et il n'y a pas forcément d'assistant de consultation intégré, donc il faudra voir est-ce que c'est intégré. Et puis la dernière limite que je vois, c'est évidemment celle du coût, puisque toutes ces solutions rajoutent du coût, donc il faut voir est-ce qu'on gagne du temps, est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose. En tout cas, ça peut être intéressant. Très bien. Et donc un point important, donc pour rassurer un peu les gens qui se posent la question, c'est que les fameux logiciels dont vous avez parlé protègent entre guillemets les données, c'est-à-dire que les données issues de la consultation ne vont pas n'importe où. Est-ce que tu peux possible, Jérémy, de nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bien sûr. Oui, là donc, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de la réglementation, mais effectivement, il y a plusieurs couches. Et en Europe, heureusement, on a beaucoup de couches de réglementation qui protègent nos données. Hein. Tout le monde connaît ce fameux RGPD, hein, ce règlement des protections des données qui nous embête régulièrement, mais qui en même temps nous protège de l'utilisation de nos propres données. Et il y a effectivement, lorsqu'on est hébergeur de données de santé, eh bien, on doit aussi, hein, les serveurs qui hébergent les données doivent être labellisés, doivent respecter des normes de la NASA hein, pour protéger, on va dire, tous ces serveurs. Et donc, effectivement, si on passe par des assistants qui ont été validés, hein, qui ont eu un marquage CE, qui ont eu voilà, ces labels pour faire cette tâche, il n'y a aucun souci. Par contre, les outils grand public qui ne sont pas du tout faits pour, ils ne sont pas labellisés. Donc, si vous dictez une consultation dans ChatGPT, ça va partir sur un serveur aux États-Unis qui va être utilisé pour entraîner le serveur de ChatGPT, qui peut être revendu à… Enfin bon, bref, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire avec. Donc, il faut faire très, très, très attention et qui peut aussi remonter jusqu'à vous. Ça peut être piraté. Enfin bon, voilà. Ça amène beaucoup de choses. Donc, il faut utiliser les outils qui sont
faits pour. Et là, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller parce qu'ils sont protégés, ils sont stockés en France, voilà, ils respectent les normes. Merci beaucoup. Alors, on a une question de l'audience. Alors, on l'a évoqué brièvement. C'est savoir s'il existe des agents conversationnels de préconsultation qui permettent déjà aux patients de préciser les motifs de leur venue. Bien sûr. Alors là, c'est des outils grand public pour le coup. Alors, il y a des outils spécialisés, mais bon, en tout cas, un outil grand public peut parfaitement faire le travail. Hein. Si vous prenez un Claude, un Gemini, je vais pas citer que ChatGPT, effectivement, le patient peut déjà demander les symptômes qu'il a, etc., donner Alors là aussi, il faut sensibiliser les patients au fait qu'il ne faut pas qu'ils mettent dedans leur bilan biologique, par exemple. S'il y a des choses confidentielles dedans, voilà, là aussi, en fait, ils envoient les données. Mais en tout cas, le patient peut l'utiliser. Et puis, à la sortie, hein, les assistants, en tout cas ceux que j'ai cités, donc Nabla, Praxis Santé, Doctolib par exemple, peuvent aussi générer un compte-rendu, là aussi pour le patient qui va… Donc c'est avant et après, le patient peut très bien l'utiliser. Ouais. D'accord, très bien. Alors maintenant, nous allons parler un peu d'IA et d'ECG. Alors, vaste sujet. Oui, vaste sujet, bien sûr. Le CG, on s'en est rendu compte, c'est un simple signal en une dimension, une image en une dimension qui monte, qui descend. Et en fait, avec ces outils, on voit qu'on peut aller maintenant très loin dans la recherche d'informations. Donc aujourd'hui, pour faire très simple, il y a des outils de CG qui utilisent de l'intelligence artificielle. Ce sont principalement des outils adossés à des outils d'outils connectés, donc une montre comme l'Apple Watch par exemple, ou ces fameux enregistreurs d'événements, hein, vous savez, comme le Cardia, qui permettent aux patients d'enregistrer leur ECG quand ils ont des symptômes et de nous les envoyer après, ou de les garder, mais en tout cas de l'enregistrer en direct. Et donc ça, il y a déjà des outils d'IA qui analysent les ECG et qui vous disent effectivement est-ce qu'il y a de la fibrillation atriale ou pas, voilà, qui peuvent faire des diagnostics comme ça. Sur les applications plus cardiologiques, on a principalement des interprétations de Holter ECG, donc pour ne pas les citer, Cardiologues, qui est cette société française qui a maintenant été rachetée par Philips, mais qui fait justement un outil de Holter avec des interprétations automatiques d'un certain nombre de paramètres. Hein. Est-ce qu'il y a du BAV, est-ce qu'il y a des extrasystoles, etc. Donc les outils classiques le font déjà. Hein. Holter, il a ses propres algorithmes qui ne sont pas du machine learning. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou pas? Le débat est ouvert, mais en tout cas, ce n'est pas du machine learning, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons entraîné de façon supervisée les outils avec ces algorithmes d'intelligence artificielle, de machine learning. Par contre, on a aujourd'hui des outils comme Cardiologues qui permettent de faire les choses plus précisément, de ne pas être leurré par les artefacts, des choses comme ça, etc. Et puis, on a l'IA qui arrive dans les devices, hein, dans les appareils implantables. Pour l'instant, c'est que le diagnostic, c'est le Holter implantable avec Medtronic et depuis très récemment Biotronic, hein, qui intègrent ça dans leur Holter. Mais ce n'est pas dans le Holter, c'est dans un serveur et donc c'est rétrospectif. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui et que l'IA va nous aider à faire, en tout cas à faire un peu mieux. Okay ? Maintenant, ce qu'on voit par un très grand nombre d'études, les études sur le sujet sont très vastes, c'est qu'en fait, ces outils d'intelligence artificielle et en particulier de deep learning, donc c'est ce fameux apprentissage profond avec les réseaux de neurones, vous savez, qui sont des algorithmes d'intelligence artificielle très puissants, peuvent en fait voir des choses dans l'électrocardiogramme que nous n'arrivons pas à voir. Donc on a cette étude qui a été publiée donc maintenant il y a 6 ans hein, par la Mayo Clinic sur en fait des électrocardiogrammes en rythme sinusal où on avait entraîné l'IA à deviner si les patients faisaient ou pas de la fibrillation atriale. Donc les patients, on donnait à l'IA un ECG en rythme sinusal, mais on lui disait ce patient il fait de la FA, celui-là il n'en fait pas. Et donc elle a réussi à voir des petits signaux faibles. Alors peut-être que c'est sur la taille de l'onde P, peut-être que c'est sur la morphologie, etc. Mais ça a été effectivement un premier choc, on va dire, de se dire le patient n'est pas en FA, mais l'IA peut me dire si oui ou non il fait de la FA ou s'il va en faire. Et derrière, en fait, ils sont allés beaucoup plus loin et ils ont ensuite réussi à deviner des choses basiques comme l'âge et le sexe.
un peu en proof of concept, quoi, pour dire est-ce qu'il arriverait à deviner l'âge et le sexe des gens. Et il arrive bien mieux que ça, parce qu'il devine même l'âge physiologique des gens, c'est-à-dire les gens chez qui il a un peu sous-estimé leur âge, mais en fait ils vivent plus longtemps que ceux chez qui il l'a un peu surestimé. Et aujourd'hui, si vous allez faire un électrocardiogramme à la Mayo Clinic, on va vous donner le rythme évidemment, est-ce que vous faites de l'AFA ou pas, mais aussi est-ce que vous avez des valvulopathies, est-ce que vous avez des problèmes coronaires, est-ce que vous avez une cardiopathie hypertrophique, même s'il n'y a pas de signe d'hypertrophie à l'électro, etc., etc. Donc des choses, des signaux faibles comme ça. Donc on voit que l'ECG, ça peut être un super vecteur grâce à ces outils d'IA pour finalement dépister des choses difficiles à voir avec l'œil humain et pour prédire des événements à l'avenir. Ça paraît assez incroyable d'ailleurs de se dire qu'on peut prédire autant de choses qui, a priori, ne semblent pas avoir de rapport direct avec le CG de cette façon. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Pourquoi, Guillaume, il n'y a pas de solution encore on va dire cardiologue grand public qui existe pour utiliser ces outils en pratique clinique courante? C'est vrai qu'au quotidien, j'ai l'ECG comme vous, avec le petit diagnostic finalement qui est par un algorithme qui est à l'ancienne, un algorithme supervisé qu'on a entraîné qui me dit infarctus VD, qui me dit hypertrophie ventriculaire. Donc voilà, c'est un peu classique. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que les premières publications sur la rythmologie et l'intelligence artificielle sur l'ECG, pas sur le Holter ou autre, ça arrivait très tôt, c'était il y a 5-6 ans. Des fois, il y a une transcription qui prend du temps entre la recherche qui est possible dans un laboratoire, ce qui est possible sur des cohortes de patients, et ce qu'on a dans la pratique clinique, parce que ces outils doivent avoir un marquage, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. L'autre chose aussi, c'est est-ce qu'il y a un intérêt pour un cardiologue d'avoir un ECG qui est interprété? On parlait tout à l'heure des médecins traitants, peut-être que c'est une population pour laquelle il y a vraiment un intérêt, et je serais très intéressé de voir quelle solution va être choisie pour cette application. Après, nous, en tant que cardiologue, c'est nous qui allons valider le diagnostic, c'est nous qui allons interpréter le CG. Donc, est-ce que pour nous, demain, il y a un intérêt d'avoir quelqu'un qui interprète à notre place et qui peut faire des erreurs? Je ne sais pas. Et enfin, le coût, il faut être pragmatique. Est-ce qu'on peut avoir une solution qui va être sur un serveur? Donc, il faut un ECG qui est connecté, un ECG avec un formatage aussi qui est unique, qui est peut-être un peu plus cher que celui qu'on a dans notre service, et qui est connecté à un serveur qui va ensuite nous répondre, peut-être avec un petit peu de temps de réponse, par un diagnostic finalement que nous-mêmes on peut poser. Donc c'est plutôt pragmatique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces outils, en tout cas pour le Holter, pour aussi les données très importantes d'analyse de patients sur les dispositifs implantables. Alors Jérémy en parlera forcément mieux que moi, mais ça peut être un gain de temps pour les rythmologues pour interpréter des Holter ECG, parce que ça prend beaucoup de temps si on devait déjà voir tous les tracés et pouvoir leur sélectionner d'autres moments que juste les bradys sinusales de la nuit ou juste la dysfonction sinusale parce qu'il y a l'apnée du sommeil. Et c'est sûr que ces outils-là, ils font quand même gagner du temps, mais voilà, est-ce que ça apporte un impact ou pas? C'est toujours pareil. Vraie question. Justement, une question de l'audience. Les montres connectées vont-elles devenir un outil de prévention personnalisé géré par l'IA? Quel en sera le modèle économique? Modèle économique. On a la petite question en plus. Joker. Voilà, je suis ni économiste ni constructeur de montres connectées. Je ne peux pas vous prédire ce que ça va venir. Mais en tout cas, il y a un potentiel évident. Ça, c'est sûr. Après, et je pense que Apple l'a bien compris. Là, je ne pourrais pas être plus précis que ça, je n'ai pas d'informations, mais c'est sûr que c'est un vrai potentiel. À partir d'un simple électrocardiogramme monopiste, on pourra probablement voir beaucoup de choses, ouais. Ça c'est sûr. Très bien, merci beaucoup. Donc Stéphane, on va passer à l'IA et l'échocardiographie. Alors, une réalité déjà embarquée dans nos machines, pour quels usages? Oui, Émilie, alors on va rentrer dans un domaine et paradoxalement, on a l'impression que cette IA existe d'ores et déjà sur nos appareils échocardiographie, mais vraiment au quotidien. À l'opposé de l'électrocardiogramme, où comme vous l'avez remarqué, on a l'impression de chercher un petit peu quelles sont les solutions commerciales qui seraient à disposition. Clairement, dans le domaine de l'imagerie médicale, l'IA est présente. Et présente pourquoi? Parce qu'en fait, sa révolution date de près de 10 ans déjà, hein. Les algorithmes ont été développés dans les années 2010-2015, ont été testés dans la décade suivante, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des produits qui fonctionnent parfaitement bien, surprenamment bien, et que l'on peut utiliser car sont embarqués maintenant sur les appareils échocardiographiques. Alors, comment cela fonctionne?
Je ne sais pas si on a le temps de rentrer dans les détails du fonctionnement, mais globalement, il y a plusieurs algorithmes qui ont été développés. Vous les avez listés ici, avec des solutions qui vont détecter les objets dans l'image. Mais vraiment, s'il fallait retenir un terme, c'est le CNN pour Convolutional Neural Network. Et c'est ce qui est représenté sur la droite de l'image, avec des couches successives qui vont être en capacité de découper l'image, d'aller chercher des éléments caractéristiques, parce que chaque point de l'image va être traité avec un niveau de pondération qui va permettre de séparer cette image en ces différents points successifs qui vont faire cette capacité à la reconnaître par ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les différentes couches que vous voyez à l'écran, en fait, sont des éléments qui ressemblent à des réseaux de neurones, avec des fonctionnements un peu similaires à ceux de nos neurones, à savoir des différentes entrées qui vont être traitées avec des points différents pour chacune de ces entrées, et il y aura une sortie qui prendra par conséquent les éléments qui auront été traités sur les pistes d'entrée. Et ça, multiplié par plusieurs couches, eh bien, ça donne des capacités aujourd'hui de l'intelligence artificielle à identifier votre visage quand vous allumez votre téléphone portable. Et ça, c'est déjà quelque chose de remarquable qui, vous l'imaginez, va trouver des applicatifs en termes d'analyse d'images médicales notamment. Et alors, donc, si on veut des exemples, bien, on a à l'écran ce que l'on va vous montrer dans le domaine de l'échocardiographie, parce que nous n'avons pas le temps d'évoquer le domaine du scanner ou de l'IRM, mais qui en bénéficie largement, le domaine de l'échocardiographie, parce que plusieurs étapes peuvent embarquer dans la réalisation de cet examen, plusieurs étapes peuvent embarquer les outils d'intelligence artificielle, que cela soit à la toute première étape de aide à l'acquisition des images, on y reviendra dans un instant, mais également dans l'identification des vues, dans l'identification des structures, puis la réalisation de mesures de façon automatisée, et puis enfin tout ce qui est création de compte rendu, reporting on appelle ça, et aujourd'hui, ce qui est un peu fabuleux, à l'instar de l'électrocardiographie, comme on le disait à l'instant, c'est qu'à partir de toutes ces informations qui ont été acquises grâce à la technique ultrasonore, eh bien, on peut dessiner des notions de pronostic. Et ça, effectivement, ça va complètement changer la donne dans la prise en charge des patients. Nous serons aidés pour le diagnostic échocardiographique et, de façon complémentaire, un profil pronostic du patient sera établi automatiquement, ce qui permettra d'acter une prise en charge plus ou moins agressive en fonction des pathologies qui seront identifiées. Alors, si on veut vous montrer, si on voulait vous montrer quelques exemples très concrets, vous voyez ici à l'écran les exemples vraiment d'intelligence artificielle embarquée sur les échographes standards, avec ici vous le voyez sur le haut de l'écran des flux Doppler qui sont automatiquement diagnostiqué, identifié. Il n'y a pas besoin de spécifier qu'il s'agit d'un flux d'éjection sous-aortique ou un flux mitral. Automatiquement, la vue, le flux est authentifié et vous imaginez derrière, les mesures sont réalisées de façon automatisée. Moi, ce qui me surprend encore, en tout cas dans l'aisance et la puissance de cette modalité, c'est qu'on peut moyenner plusieurs cycles cardiaques et vous voyez l'intérêt finalement pour une robustesse d'information sur tout ce qui est hémodynamique. Juste en dessous, c'est un exemple de vue parasternale et cette fois-ci on s'adresse à la capacité de mesure morphologique. Les diamètres télédiastoliques et télésystoliques sont mesurés automatiquement, les parois et les épaisseurs cardiaques également. Et puis sur la droite de l'image, quelque chose d'un peu plus conventionnel avec les mesures automatisées de fraction d'éjection
qui aujourd'hui fonctionne très bien. Il y a quelques années, on se posait la question, faut-il faire des mesures manuelles, faut-il faire des mesures automatisées? Aujourd'hui, on est presque à dire que le gold standard est la mesure automatisée. Donc là, vous voyez des applicatifs courants, un peu moins courants, mais hautement fonctionnels, et notamment dans le domaine des valvulopathies, a fortiori dans le cadre interventionnel ou voire chirurgical. On a besoin de mesures parfois très précises de la structure anatomique, et vous voyez encore une fois qu'il s'agisse d'acquisition transthoracique ou transœsophagienne. Nous avons des algorithmes, encore une fois, il ne s'agit pas de science ou de recherche, il s'agit de logiciels qui sont embarqués sur les machines, qui vont permettre de diagnostiquer les structures visualisées, une valve mitrale à gauche, une valve tricuspide à droite, et qui vont effectuer toutes les mesures possibles sur ces structures, afin, encore une fois, de pouvoir déployer les thérapies ad hoc, avec le moins de complications possibles. Et c'est l'exemple qui va suivre, en est la démonstration. Ici, on parle de planification thérapeutique. En d'autres termes, grâce aux images échocardiographiques ou scanographiques, à vrai dire, sur lesquelles sont appliqués les algorithmes d'intelligence artificielle, eh bien, les structures sont parfaitement analysées en termes morphologiques et en termes fonctionnels. Et là-dessus, eh bien, on peut anticiper le placement de telle ou telle prothèse, avec même parfois les aléas qui peuvent être objectivés au moment de la position d'une prothèse en raison de calcification ou autre, qui peuvent être donc simulés à travers ces outils de planification. Et là, on rentre vraiment dans une ère nouvelle de la prise en charge des patients. Cette planification est là aussi quelque chose d'assez révolutionnaire. Les images sont superbes. Alors donc on comprend qu'au-delà du gain de temps, finalement, c'est vraiment l'amélioration de la pratique qui va découler de tout ça. Oui, alors l'amélioration des pratiques, donc gain de temps de façon indiscutable. Et puis il faut également répondre à une conjoncture aujourd'hui qui est toute particulière dans les besoins exprimés en termes d'échocardiographie. Les besoins explosent. Je prendrai tout simplement l'exemple de la myocardiopathie hypertrophique sarcomérique qui bénéficie de ce traitement que vous connaissez très bien maintenant, inhibiteur de la myosine. Eh bien, ce traitement nécessite des contrôles échocardiographiques de fonction ventriculaire gauche très réguliers, au moins tous les 3 mois dans un premier temps, pour titrer la thérapie médicamenteuse tous les 3 mois. Donc, imaginez réaliser une fonction ventriculaire gauche. Et donc, bien évidemment, nous sommes devant un mur quant à la réponse à apporter. Et c'est vrai que le transfert de compétences et le fait de pouvoir s'appuyer sur des ressources comme les infirmières. Vous savez qu'à Bordeaux, nous avons une expérience de plus de 30 ans dans le fait de former les infirmières à la réalisation des actes échocardiographiques. Eh bien, aujourd'hui, se trouve vraiment abondé et favorisé par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si on revient sur le début de la diapositive, je ne sais pas si c'est possible, mais il y avait un exemple en tout cas de solution d'intelligence artificielle qui va permettre de guider l'acquisition des images. Vous voyez, quand le contour de l'image apparaît en vert, c'est que l'infirmière a posé la sonde de façon correcte pour obtenir une parasternale grand axe, et automatiquement la vue est enregistrée. Et pour en arriver là, eh bien, le système va dire à l'infirmière d'incliner la sonde un peu à droite, à gauche, de la tourner. Et donc là, en fait, il y a des démonstrations avec des publications qui sont remarquables où en quelques jours, on arrive à former une infirmière au maniement de la sonde, alors que historiquement, il fallait des mois et des mois pour arriver à ce type de résultat. Donc, un gain de temps, un gain d'efficience en matière de réalisation de l'acte échographique, en tout cas qui est démultiplié grâce au fait d'embarquer l'intelligence artificielle. Merci Stéphane. Guillaume, un mot sur justement l'apport de l'IA dans la gestion personnalisée du traitement des valvulopathies aujourd'hui? Alors oui, c'est une très bonne question. Alors il y a 2 pans. Le premier pan, c'est le management des patients qui ont une valvulopathie sur l'ensemble de leur vie de valvulopathe. Donc le meilleur exemple, c'est par exemple la sténose aortique. On sait que les guidelines ont fait discuter maintenant la frontière de 70 ans. Ça veut dire que ces patients ne vont pas avoir seulement une prothèse, mais peut-être 2, peut-être 3.
Et donc dès maintenant, il faut qu'on réfléchisse à ce management. On appelle ça le lifetime management. Donc le management toute la vie de valvulopathe. Et on le sait très bien, quand on fait un TAVI dans un TAVI, c'est le premier TAVI qui a le plus d'importance. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à simuler en fait ces différentes stratégies. Et donc c'est une discussion qui est assez ouverte, parce qu'on peut aussi mettre de la chirurgie dans la discussion. Il y a aussi d'autres organes comme les coronaires, l'auricule, l'ablation, la tricuspide. Il y a plusieurs choses à quantifier. Et donc je pense qu'on verra bientôt dans l'avenir, et c'est déjà actuellement disponible en pratique, mais encore plus, des outils de simulation pour anticiper ce management sur la vie en entier du valvulopathe. Le deuxième point, et c'est un point qui n'est pas non plus négligeable, c'est le fait qu'actuellement, on a beaucoup d'innovations. On a du remplacement, on a de la réparation pour la mitrale, pour la tricuspide. Actuellement, il n'y a aucun outil qui nous permet d'avoir une valve sur l'armoire et de l'utiliser comme ça au bloc opératoire tout seul dans notre centre grâce à un scanner. C'est une discussion qui est complexe. On a aussi de la discussion avec nos partenaires. Et donc, force est de constater qu'on a besoin actuellement d'outils de prédiction, d'outils d'anticipation, de discussion aussi entre la réparation et le remplacement. Et je pense qu'en pratique, parce que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, qu'on le verra. Et en tout cas, on y travaille. Et c'est à la fois un sujet de recherche et un sujet, à mon avis, qui sera rapidement mis en place dans notre pratique. Aussi, comme disait Stéphane, pour homogénéiser et rendre accessible à tous ces différentes innovations et pour avoir vraiment le plus de traitements personnalisés. Donc, c'est un sujet qui est brûlant et qui, donc on reste connecté pour la suite de cette aventure, en tout cas, parce que c'est vraiment d'actualité. Très bien, merci. Ça me fait rebondir sur la notion de jumeaux numériques. Oui, non, mais là, il y a énormément de choses qu'on a dit. On a parlé de prédiction, on a parlé de médecine personnalisée, on a parlé de pédagogie, d'éducation. Et en fait, on voit aujourd'hui des outils apparaître qui, en fait, simulent, on va dire, de façon numérique, un vrai cœur humain à partir effectivement de beaucoup de données, électrocardiogramme, le scanner, l'IRM, l'échographie, etc. Et puis on peut y rajouter en fait ce qu'on veut. Donc ça c'est ce que font les industriels quand ils construisent un avion ou une voiture. Aujourd'hui on ne va plus cracher 50 voitures pour savoir où est-ce qu'il faut mettre le boulon ou la roue, etc. On crée une voiture virtuelle, on fait les tests dessus et ensuite on la crée pour de vrai. Et bien aujourd'hui on a des outils qui permettent, en tout cas qui commencent à permettre, on le découvre, en particulier en ablation, de créer un vrai jumeau numérique d'un cœur d'un vrai patient. Et donc, on imagine là encore que les applications à l'avenir pourraient être exactement ce que disait Guillaume sur ces problèmes de valvulopathie qui sont très complexes, qui nécessitent des visions pluridisciplinaires, qui nécessitent de prédire dans 10-20 ans quand on va réintervenir, qu'est-ce qu'il va falloir faire, etc. Et bien, on va pouvoir tester en fait virtuellement comment va répondre le cœur et effectivement choisir la bonne prothèse dès le début. Et pareil sur l'éducation, on va pouvoir un petit peu faire joujou entre guillemets avec le cœur du patient pour de faux avant de le faire pour de vrai. Donc il y a vraiment des applications là aussi qui sont géniales. Merci. Donc on a une question de l'audience par rapport à tout ça. Comment accéder à ces IA dont on a parlé, donc qui sont un peu nouvelles quand même. Est-ce qu'il faut se coordonner avec, on imagine, un CHU voilà, comment en pratique on peut imaginer la suite? Alors, je ne sais pas si c'est les IA en échographie ou les jumeaux numériques. On ne nous a pas précisé, donc… Alors, je laisserai répondre Stéphane peut-être sur l'écho. Parce que oui, de façon plus générale, puisque l'accès à l'IA, c'est avoir connaissance de et des outils. Et c'est vrai que là, on peut parler de formation finalement. Et la formation, elle est aujourd'hui portée par cette entité que nous avons créée au sein de la Société française de cardiologie, le cercle Cardio-IA. Et dont effectivement l'idée c'est d'acculturer tout le monde sur quels outils on peut utiliser, ceux qui sont fiables, ceux qui sont moins fiables, ceux qui sont validés, etc. Et je vous incite à vous inscrire donc sur la page web de l'ASFC, du cercle Cardio-IA, parce que vous trouverez des informations très utiles justement concernant toutes les questions que vous vous posez, plus des capsules vidéo qui sont mises à disposition, et nous diligentons également des ateliers pratiques en format web, mais également vous pourrez nous retrouver sur le village de la simulation des JESFC, et vous pourrez enfin participer à des programmes très complets de DPC, notamment portés par les docteurs Thierry Garban et Benoît Lequeux.
Et je pense qu'aussi une question est très importante, c'est celle de la formation des patients, et nous travaillons également sur des informations à donner de façon spécifique aux patients pour savoir comment utiliser les outils d'intelligence artificielle, et nous surtout faire attention quand même à ne pas divulguer trop d'informations médicales les concernant, notamment surtout les systèmes d'intelligence artificielle qui existent dans le commerce ou plus ou moins gratuits, et il faut quand même être relativement méfiant sur ces informations personnelles que l'on peut donner en tant que patient. Oui, tout à fait. Alors, avant de passer à notre quatrième question, quatrième point de discussion plus précisément, je vous propose de découvrir les résultats de notre dernière question du Cardio Quiz. Elle concernait les freins à l'utilisation d'outils de type ChatGPT que vous rencontrerez peut-être dans votre pratique quotidienne. Donc, savoir quelle serait la limite principale pour vous. Donc, pour 17%, le problème du partage des données sensibles. 3% expriment la difficulté à formuler des demandes ou des prompts. 17% formulent, on en reparlera tout à l'heure effectivement, de l'impact écologique de ces requêtes. Pour 30% d'entre vous, c'est le manque de fiabilité des réponses. 23% évoquent le manque de formation à ces techniques. Et enfin, pour 10% d'entre vous, il n'y a aucun frein à l'utilisation. Voilà. Alors, un commentaire, Stéphane, sur ces résultats ? Alors, quand j'entends qu'il n'y a pas de frein, c'est là où je frémis, parce que il faut quand même être sensibilisé à tous les risques qui existent. Dans les risques, effectivement, je reviens sur ce transfert de données qui peuvent être exploitées à visée commerciale par des structures pour lesquelles il n'y aurait pas, ou on n'aurait pas donné les autorisations. Donc, je serai quand même méfiant sur ces éléments-là. Et je pense qu'il faut, dans le domaine de la santé, être particulièrement vigilant. Hein. Je sais que je renfonce ce clou que je viens de placer. Il me semble vraiment très important, en tout cas, d'avoir un discours quand même de prudence quant au message qu'on va donner aux patients sur l'utilisation de ce type d'outils. On peut également faire de la prévention en consultation, parce que les patients arrivent maintenant et viennent nous voir en nous disant ChatGPT ou un tel m'a dit que ceci, cela. Et je pense que là aussi, il faut donner un certain cadre d'utilisation aux patients. Donc, on ne peut pas utiliser cette intelligence artificielle comme ça sans se poser un certain nombre de questions, et donc bénéficier d'une certaine culture concernant cette utilisation. Très bien. Un mot sur l'impact écologique ? Ah, là, ça va pas être un point positif de ce topo. Hein. Très clairement, il faut vraiment avoir conscience en fait de ça. Hein. Pour entraîner ces modèles, Stéphane parlait de ces fameux réseaux de neurones. Quand on utilise de l'IA générative, on a plusieurs millions, voire milliards en fait de neurones. Donc en fait, chaque question que vous posez, ça va faire plusieurs millions de calculs pour vous répondre. Et donc ça, forcément, ça consomme de l'énergie et ça consomme de l'eau pour refroidir les serveurs qui refroidissent le data center. Et donc la consommation estimée sur simplement les data centers en IA en 2030, elle est estimée, alors c'est des chiffres qui ne vont pas nous parler, de 945 TWh. Mais pour vous parler plus précisément, c'est 2 fois en fait la consommation énergétique annuelle de la France. Ah oui. Voilà. Hein, simplement pour ces IA. Donc si c'est pour effectivement sauver des gens ou faire avancer la médecine, en tout cas pour des usages utiles, ça peut être bien. Si c'est effectivement pour aller poser une question à laquelle Google aurait pu nous répondre, peut-être préférer d'utiliser Google. Ça, effectivement, oui, il faut avoir conscience de ça. Voilà. Tout à fait. Guillaume, un mot sur un des freins qui était évoqué, celui de la fiabilité des informations rendues. Ouais, je pense que ce qui est complexe aussi, c'est que l'IA, quand on lui donne pas les règles, elle peut inventer des réponses. Et ce qui est aussi intéressant, qu'on peut retrouver dans un webinar du cercle de l'IA, c'est qu'on peut utiliser des fois le notebook. Et en fait, il y a des outils qui nous permettent par exemple de mettre que des guidelines, qui nous permettent d'avoir que des ressources qu'on connaît, que des ressources pour lesquelles on est valide. Et à ce moment-là, on est dans un circuit qui est plus fermé. Il n'y a pas de recherche sur un site internet ou autre, ou même sur une ancienne version il y a plusieurs années de ressources en accord avec nos spécialités. Et donc, il y a des outils qui sont intéressants. Donc, je vous invite bien sûr à adhérer à la SFC, bien sûr à suivre le cercle de l'IA et à regarder des émissions précédentes qui nous expliquent un peu sur la fiabilité. Donc, je pense qu'il faut toujours
se dire que c'est plutôt de l'itération. C'est-à-dire qu'en fait, moi je vois en tout cas l'IA, j'ai un petit doute sur quelque chose qui est plus trop de ma surspécialité, ou j'ai un petit doute sur, tiens, j'ai envie de me questionner pour arriver à mieux formuler quelque chose, et ben je vais itérer avec un espèce de collègue qui va, sur cette question précise, me challenger, parfois dire des bêtises, parfois dire des choses un peu plus brillantes, finalement comme un collègue au café. Et je pense que c'est intéressant de prendre vraiment ce recul, et c'est bien sûr nous qui font la validation. Alors si je peux rebondir, je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est vrai que c'est une question qui est cruciale, hein. Et puis on voit qu'avec l'évolution des différents outils, les dernières évolutions ne sont pas forcément les plus fiables, étonnamment. C'est ces problèmes d'hallucination, on ne va pas rentrer dans le détail, mais Guillaume a parfaitement raison sur le fait de sensibiliser sur ces modèles de LLM généralistes, hein, qui amènent assez régulièrement à des réponses erronées. C'est pour ça qu'il faut savoir garder contrôle et donc avoir la maîtrise de l'information. Mais sachez également qu'on peut développer, et il y a effectivement tout un pan d'activité du cercle cardio-IA qui cherche à créer un agent pour lequel le référencement des sources et les données et les connaissances seraient parfaitement maîtrisées, validées au sein de la Société française de cardiologie, afin de ne donner que des informations qui seraient pertinentes. Tout à fait. Et donc, on peut imaginer, voilà, finalement, que l'objectif, ce serait de se créer une IA sur mesure, en fait, voilà, dont les sources seraient fiables et en qui on pourrait vraiment avoir confiance pour nos recherches biblio ou nos questions. C'est le projet, effectivement. Très bien. Alors, donc, pour terminer cette émission, nous avons demandé au professeur Gabriel Steig quels étaient les rôles de l'IA dans la recherche clinique. Je vous propose de voir la vidéo. L'IA a déjà un rôle concret dans la recherche clinique aujourd'hui, dans la réalisation des études et des protocoles d'études cliniques, que ce soit dans l'information du patient, ou par exemple, il est déjà possible d'utiliser des chatbots conversationnels pour délivrer l'information au patient, lui expliquer les principes, l'intérêt de la participation à son étude, les risques, les inconvénients éventuels, les modalités pratiques, etc. Et aller vers un consentement totalement numérique et à distance. C'est aussi un outil qui est utile pour la sélection et l'identification des patients candidats à participer à des études cliniques. On peut demander à une IA d'aller analyser en langage naturel les comptes rendus d'hospitalisation et de consultation de centaines de milliers ou millions de patients pour identifier les candidats potentiels. Donc, on voit à quel point la force de ces outils peut accélérer certaines étapes de la recherche clinique, et on pourrait décliner ceci pour toute la réalisation des études cliniques, par exemple jusqu'à l'adjudication des événements. C'est un outil extraordinairement puissant parce qu'elle est capable d'analyser des sets de données très vastes, à nouveau des données cliniques, des données biologiques, des données paracliniques, des données d'imagerie, de les intégrer et à partir de cela de tirer des conclusions très impressionnantes en termes de fiabilité et de prédictibilité sur le devenir et l'évolution d'une maladie, le risque de survenue d'un événement. Il y a eu cet été 2 articles retentissants, l'un dans Nature et dans l'autre dans Nature Medicine, sur la capacité de large language model comme ChatGPT, des choses dérivées à visée médicale, de prédire l'âge biologique d'un sujet. Ils sont beaucoup plus fiables que les marqueurs biologiques existants. Et encore plus impressionnant, de prédire la survenue de nombreuses maladies dans les 20 ans qui suivent chez des sujets d'âge adulte. Moi, je dirais qu'il y a 3 aspects. Le premier, c'est qu'il ne faut pas vivre l'émergence de ces outils très performants d'IA comme une concurrence, parce que ils sont là pour nous décharger de tâches répétitives, standardisées et stéréotypées, pas pour prendre notre place, et au contraire, ça doit servir à libérer du temps pour que l'humain se consacre aux tâches les plus importantes, c'est-à-dire l'interaction interindividuelle avec le patient, dans le domaine de la recherche, avec les participants à la recherche. Deuxièmement, je pense que l'idée, c'est de libérer du temps pour les tâches de créativité. Il ne faut pas oublier que ces outils, ce sont des outils qui sont des outils déductifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tirer les conclusions d'informations qu'on leur donne. Ils sont assez peu inductifs, même s'il y a des aspects d'intelligence artificielle inductive. Et donc, c'est là que le cerveau humain est évidemment très intéressant, avec la créativité humaine et la puissance.
Et puis la troisième chose, c'est la menace quand même que je vois, qui existe en clinique, et qu'on voit bien en imagerie ou dans d'autres domaines, qui est que à force de passer la main à des outils informatiques et informatisés d'analyse des données pour faire des diagnostics à notre place, pour identifier les choses à notre place, eh bien on perd de la compétence, on finit par ne plus savoir le faire. Typiquement, l'exemple, c'est que lorsqu'un radiologue demande à une IA de systématiquement envoyer des scanners à sa place, à un moment, il perd l'habitude d'interpréter les scanners. Et il n'est plus capable de corriger l'IA si elle se trompe. Et donc, il y a un vrai sujet auquel il faut réfléchir dès maintenant, de maintien des compétences pour ne pas systématiquement se rendre esclave de la technologie en disant ben, je renonce à mon autonomie décisionnelle. Alors Guillaume, IA et aide à la décision, on parle de quoi? Ouais. Alors pour revenir sur l'interview de Gabriel Steck qui nous apporte quand même un éclairage avec un recul que peut-être qu'on n'a pas tous, je retiens que la perte de compétences, ça peut être quelque chose qui peut nous faire peur, mais il faut savoir aussi qu'il y a des plateformes maintenant qui sont générées par de l'IA, notamment pour les écosses, pour les étudiants en médecine, et qui leur permettent finalement d'acquérir encore plus de compétences en s'entraînant avec des patients virtuels. Et je me laisse à penser, alors peut-être c'est une pensée un peu romantique, hein, mais vous allez me dire que peut-être que je suis un peu trop utopiste, mais que ces outils peuvent aussi, d'IA, peuvent aussi nous aider à garder la main, à garder de la compétence, à être mieux entraînés, à ne pas s'entraîner la première fois sur un patient, à ne pas s'entraîner la première fois, notamment pour une annonce, avec une situation qui est difficile, à mieux anticiper, à être mieux préparé aussi émotionnellement. Le deuxième point, et je pense que c'est aussi hyper important, c'est la créativité. Autant le super cardiologue de Atul Pathak et maintenant la créativité artistique, je dirais, de Gabriel Steck, ben moi ça me parle. Et je trouve ça génial de se dire qu'on aura des outils qui vont peut-être faire le ménage, qui vont peut-être nous aider à faire de la préconsultation et qui vont peut-être nous permettre à nous de se dire en fait c'est un art. En fait on n'est pas derrière deux écrans en train de taper, de s'excuser aux patients à faire un mésusage numérique face à des patients avec qui on a envie de partager. Encore plus moi qui ai des patients d'âge moyen de 80 ans qui ont vécu plein d'histoires et qui ont envie de le partager. Et c'est une bonne transition pour la suite. Je pense qu'on a plein d'outils avec nous qui nous permettent de faire plein de choses dans le quotidien. On a parlé de Gemini, on a parlé de ChatGPT, on a parlé de plein de marques différentes. Donc au-delà des applications, quelles sont en pratique ces tâches qui peuvent être faites par l'IA en cardiologie? Je dirais que dans l'aide au diagnostic, des fois un petit peu au-delà de sa surspécialité, des fois un petit peu au-delà de ce qu'on peut sentir en cardiologie, et bien sur des lésions cutanées, sur une analyse biologique, on peut aussi des fois avoir oublié qu'il y a une recommandation sur l'indication d'un bilan de CMH ou l'interprétation d'un bilan génétique. Donc là, ChatGPT va pouvoir, le chatbot ESC aussi, on va en parler tout à l'heure, c'est des outils qui vont pouvoir compléter notre compétence et nous apporter un soutien si on a une question, sans bien sûr jamais, et ça c'est important, c'est pas légal de mettre des données patients sur des serveurs qui ne sont pas étiquetés données de santé. Les médicaments, ça c'était aussi un très bon webinar qui avait été fait par Cercle de l'IA et avec Marc Villasec qui utilise lui l'outil principalement que pour les médicaments. Et donc dès qu'un patient vient pour se plaindre d'un effet indésirable, il tape l'ordonnance à la main et il dit il y a une éruption cutanée, il y a un trouble de l'odorat ou autre, et il va taper dans les effets indésirables des médicaments. Je trouve que c'est intéressant. Alors nous aussi, on a l'impression que ça peut être utile pour la lecture et la synthèse d'articles scientifiques. Je crois que c'est intéressant aussi quand on assiste lors d'une conférence où on a envie d'aller un petit peu plus loin sur un article, et ben on peut itérer avec une et ben voilà, on peut discuter avec quelqu'un avec qui on peut itérer, c'est intéressant. Et le côté éducationnel, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas insister là-dessus. Très bien. Écoutez, je crois qu'on va pouvoir synthétiser un petit peu les messages importants de l'émission. Donc, utiliser à bon escient l'IA est un outil qui peut nous aider dans tous les domaines de notre pratique cardiologique. Il est important d'utiliser les outils validés qui respectent les obligations réglementaires, ça bien sûr on en a parlé. Et demain, à partir d'analyses multifactorielles, nous pourrons développer une médecine prédictive réellement personnalisée et je pense que on va vraiment vers cette époque-là et voilà, donc il y a des choses qui sont très très positives. Je vous remercie tous les trois, donc Stéphane, Jérémy et Guillaume, pour votre participation, d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Merci à Boehringer Ingelheim pour son partenariat sur ce programme. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Cardio Online. Merci Amy.